Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Merline Sapen. Bonjour Merline. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Alors Merline, vous êtes vénézuélienne d'origine, vous êtes au Canada depuis plus de 20 ans maintenant. Vous avez travaillé chez Bombardier pendant plus de 14 ans en tant qu'immigrante, alors que bon, on a dans la représentation collective, on a l'impression que c'est très difficile d'occuper des postes de direction dans des entreprises canadiennes, en tout cas québécoises. Vous donnez des cours à l'Université McGill, vous êtes très impliquée dans les conseils d'administration de plusieurs grosses organisations qui travaillent sur la question de la responsabilité sociale des entreprises, de l'inclusion, de la diversité. Et vous-même, vous avez décidé d'écrire un cahier d'accompagnement pour les immigrants, pour leur faciliter leur parcours d'intégration en vous inspirant de votre parcours, de votre expertise et aussi de tout ce que vous avez pu mettre en place comme outil de transmission auprès, que ce soit de vos étudiants ou auprès des entreprises que vous avez accompagnées quand vous étiez chez Bombardier. Alors, vous avez un parcours qui est extrêmement riche. Que signifie pour vous le mot pouvoir, Merline? Le mot pouvoir, c'est la capacité vraiment d'influencer le monde. Et le pouvoir, parfois, est délégué et aussi est inspiré dans nous pour aider les autres à impacter le reste et notre société en général. Et est-ce que vous utilisez cette forme de capacité à impacter la société de la même manière dans votre espace personnel que professionnel? Oui, moi, toujours j'étais une personne authentique. Et je pense que la clé de la réussite, pour moi, selon moi, c'est vraiment d'être nous-mêmes et de montrer au monde qui on est de vrai. Et parfois, les organisations et aussi les gens ont des attentes, mais quand on est qui on est, toujours on se connecte avec les gens, mais de cœur à cœur. Les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Et tout à coup, on voit que les portes sont ouvertes pour toi. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Mon expérience personnelle, non. Parce que je trouve que dans le monde des affaires, nous, comme êtres humains, et comme professionnels, on a des capacités et des compétences selon le poste qu'on a. Et oui, bien sûr, dans la société en général, il y a une disparité entre hommes et femmes de nombre de gens qui sont au pouvoir. Et je pense que c'est très bien la façon comment nous, comme société, nous voulons avoir comme égalité entre le nombre de femmes et d'hommes au pouvoir. Mais en l'essence, de hommes et femmes, nous sommes différents. Et nous avons une capacité qui complémente les hommes. Et je trouve qu'il y a un danger aujourd'hui de les femmes contre les hommes, etc., pour le pouvoir. Mais je trouve que dans notre société, il faut garder l'équilibre. Sinon, on va aller dans l'autre côté, dans l'extrême. Oui. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'est-ce que vous avez sacrifié? Je veux raconter une histoire personnelle. Quand j'étais au Venezuela, j'étais directrice à très haut niveau d'une firme de consultation très reconnue. Et je me suis mariée, j'ai tombé enceinte et j'ai décidé de quitter mon travail quand mon fils est né. Je le fais parce que c'était mon choix. À moi. Bien sûr, mes collègues qui étaient à côté de moi, ils continuent la carrière et ont devenu partners et une carrière plus avancée que la mienne. Mais jamais j'aurais changé l'expérience d'être femme et d'avoir mon fils pour continuer. Et après des années, j'ai continué ma carrière, j'ai encore retourné. Et je ne trouvais pas comme le bon moment pour tomber enceinte encore. Et j'attendais, parce que dans ce moment, la priorité était ma carrière. J'ai tombé enceinte, mais j'ai perdu mon bébé.
Et après, c'était très, très difficile pour moi de devenir enceinte encore une fois. Et finalement, j'ai eu mon deuxième enfant. Aujourd'hui, ils sont 27 et 19. Et c'était une leçon très importante pour moi dans la vie. Parce que j'ai décidé d'attendre, mais après, je ne pouvais pas avoir des enfants. Et j'étais très triste. Et même si j'avais une carrière magnifique, j'étais comme vide à l'intérieur. Et à la fin, j'ai eu mon deuxième enfant et ma carrière a continué. Et la vie m'a ouvert des portes même à l'extérieur de Venezuela et de diriger des équipes de travail. J'ai continué ma carrière. Et ça, ce que je veux dire, que le fait que je suis mère n'a pas empêché de vraiment réussir. Continuer de réussir. Et ça vaut la peine. Tout à fait. En fait, il n'y a pas de bon moment pour tomber enceinte, parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes femmes se disent « je vais attendre un peu, je ne vais pas le faire maintenant ». Mais en réalité, ce que vous dites, c'est que le bon moment, c'est le moment que vous décidez, en fait. Vous voyez? Oui, c'est ça. C'est pour presser un bouton, je vais devenir enceinte, c'est magnifique, mais ça ne marche pas comme ça. C'est vrai. Est-ce que vous avez l'occasion de partager ce genre d'expérience avec d'autres femmes qui sont dans les instants de pouvoir tels que vous? Oui, en fait, depuis que j'ai lancé mon livre, j'ai ouvert des portes magnifiques pour me connecter avec des gens qui nous avons la même passion. Et je donne plusieurs fois des cours à l'université, aussi des ateliers avec les immigrants et aussi surtout des femmes, parce que comme immigrants, minorité visible, il y a une perception qu'on n'a pas la chance de devenir directrice ou vice-présidente des organisations ici au Québec. Et moi, je suis la preuve que oui, c'est possible. Et pour moi, c'est comme mission de vie, d'aider les femmes et les immigrants en général à avoir l'espoir et la foi qu'après le processus de transition et d'intégration, nous avons ici une société d'accueil magnifique pour réussir. Est-ce que vous avez noté qu'il y a une vraie égalité des chances pour tous les parcours d'immigrants? Parce que je pense que ce n'est pas les mêmes parcours quand on vient de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud, quand on vient de l'Europe ou quand on vient de l'Asie, quand on vient du Maghreb ou quand on vient de l'Afrique noire. Je pense que ce n'est pas forcément les mêmes obstacles auxquels on doit faire face. Mais est-ce que vous pensez que la société d'accueil a une vraie politique d'égalité des chances qui est valable pour toutes les différentes communautés? Il y a deux volets. La volet de société, il y a une intention véritable. Quand on regarde le gouvernement, on met ensemble tout l'effort de la francisation. Je ne parlais pas de tout français quand je suis arrivée et comme adulte, c'est très, très difficile d'apprendre une langue. Aussi, il y a plusieurs organisations sans but lucratif pour aider les immigrants, mais je trouve qu'il y a un manque de coordination à niveau stratégique, à niveau d'État en général, de c'est quoi les processus de sélection, intégration et aussi d'aider les immigrants à réussir à s'intégrer. Et bien sûr, la profession joue un rôle très important. Pour moi, c'était facile l'intégration professionnelle parce que je ne devais pas avoir comme de parité selon mes études au Venezuela. J'ai étudié administration d'entreprise et ma carrière a continué simplement ici. Mais il y a d'autres métiers que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de frustration par rapport aux immigrants, les gens qui viennent ici, qui ne peuvent pas accéder au milieu où ils étaient dans leur pays d'origine. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous leur dites? Quand vous rencontrez des personnes qui ont beaucoup de frustration parce qu'elles avaient occupé des postes à responsabilité dans leur pays d'origine et dans le pays d'accueil sont confrontés à d'autres obstacles, qu'est-ce que vous leur dites pour les encourager? Une chose, c'est la foi, parce que vraiment, c'est pas que mon intégration était facile. J'ai vécu des expériences vraiment stressantes dans ma vie personnelle et professionnelle, mais la foi de vraiment qu'après que le ciel tombe, le soleil va briller. Et aussi, il faut retourner à l'école.
Quand j'avais 40 ans, j'ai retourné à l'école, j'ai fait maîtrise en Human System Intervention à l'Université Concordia, je me réinventé et c'était un sacrifice. Et il faut vraiment nous intégrer dans la société, mais il faut investir dans notre éducation pour pouvoir continuer notre carrière. Ça, c'est très important. Que pensez-vous de l'instauration des quotas? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un outil pour faciliter l'intégration des personnes? Je pense que ça aiderait. Et il y a des choses qui passent, qui arrivent au naturel et d'autres choses qu'il faut vraiment aider la société. Et je trouve que si on met comme des règles générales et en fait, aujourd'hui, dans le monde de la responsabilité sociale, des organisations mettent comme des statistiques pour vraiment montrer. Mais il faut vraiment maintenir l'équilibre parce que parfois les nombres ne disent pas la réalité. Et le plus important, c'est que le cœur de l'organisation soit vraiment ouvert à la diversité et à l'inclusion. Très bien, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Okay. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir avec Merline Sapen où nous parlions de l'engagement des entreprises, le fait qu'il faut une vraie volonté politique et stratégique pour favoriser l'inclusion, la diversité. Merline, est-ce que vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur sur les questions d'intégration, d'immigration que vous aimeriez partager avec nous? Je pense que la difficulté plus grande, c'est de la manque de compréhension réelle de ce qu'est les processus internes que les gens qui viennent de l'extérieur vivent pendant un certain nombre de temps. Et parfois, on essaie d'aider les gens. On te donne les cours pour le curriculum, on te donne les cours de français, mais comment tu vis ta vie personnelle? Il y a beaucoup de familles qui sont brisées. Il y a des statistiques terribles par rapport au divorce. Au nombre de divorces. Le nombre de divorces. Et la base de la société, c'est la famille. Et bien sûr, selon moi, mon propre expérience, je suis mariée depuis presque 30 ans. Et bien sûr, quand on est arrivé, c'était difficile comme dans le côté de mariage. Je trouve qu'il faut vraiment aider les immigrants à passer à travers la courbe de changement. C'est ça la raison pour laquelle j'écris mon livre. Et aussi, se connecter avec les processus qu'à l'extérieur, la société d'accueil établit comme pour aider les immigrants à une intégration totale. Ça, et l'autre chose que me rend très, très heureuse, c'est qu'on a une société d'accueil vraiment ouverte. Et j'ai écrit les 10 personnes qui sont plus importantes pour moi, à part ma famille. Je te dis que 80% sont québécois et aussi d'autres origines. Mais ici, on a la chance de grandir, d'être nous-mêmes. Et ça, c'est une chose incomparable. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Tu sais, cette question, je pense que je ne veux pas être une autre personne que moi. Mais oui, j'aimerais être très près des gens qui prennent des décisions pour les aider, pour influencer. Parce que pour moi, le pouvoir, ce n'est pas l'avoir, mais aussi d'être capable de l'influencer. J'aimerais avoir la chance de travailler très près de gens qui font écrire les lois d'immigration, de processus global au niveau du Canada, pour les aider, pour être la voix des immigrants et aussi la voix du gouvernement par rapport aux immigrants. Parce que je veux vraiment dire aux gens qui arrivent que nous aimons les immigrants et que nous sommes ici ensemble pour aider le monde à devenir canadienne et québécoise et qu'on se sent comme chez nous. Et c'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas la responsabilité de l'État, c'est un partagé aussi de la société et même les immigrants pour aider les autres. On reçoit à peu près 40 000 ici au Québec et 300 000 au Canada
comment la capacité d'absorber cette masse de gens qui viennent d'ailleurs. C'est pas facile. Est-ce que ça pourrait être ça aussi si vous aviez un jour pour changer le monde? Est-ce que ça pourrait, votre baguette magique, ça serait de vraiment permettre de faire la jonction entre les populations d'accueil et les populations qui immigrent? Oui, exactement. Et aussi, je pense que la plus puissante, c'est l'amour. C'est nous aimer, de nous intégrer, de vivre ensemble, de pas la compétition, mais plutôt la collaboration. Je trouve qu'on a un chemin à faire, mais nous sommes là pour faire la différence. Et même si on impacte notre famille, notre travail, les gens autour, on fait quelque chose d'important aussi. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? J'aimerais un aigle. Toujours quand je vois comme voler les oiseaux, mais un aigle, parce que je trouve qu'en vision peut surmonter des montagnes. Et surtout, une chose qui m'attire beaucoup l'attention, c'est le processus de rénovation. Et ça s'éloigne, arrache tout et c'est ça, les plumes. Et vraiment, un moment dans la vie, dire OK, je veux me renouveler pour pouvoir continuer. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec quelque chose, un objet, une photo, une image. J'imagine que, je ne sais pas ce que vous nous avez apporté, j'ai pensé que ça serait peut-être votre livre, mais c'est peut-être autre chose. Oui, bon, il y a une photo que je veux partager. Il y a deux choses que je veux montrer. Un, c'est mon livre. Je le fais avec mon cœur. Et là, c'est mon histoire. Mon histoire liée comme des théories de gestion des changements. Et aussi, je fais comme des recommandations pour les immigrants. Je trouve que ça, c'est une contribution qu'une femme, minorité visible, qui vient de Venezuela, a fait. Et aussi, j'ai lancé un programme qui s'appelle Passion pour l'aviation, quand j'étais chez Bombardier avec Aéro Montréal, qui aujourd'hui impacte plus de 80 000 enfants ici au Québec, pour les aider à être passionnés par l'aviation et la technologie. Je suis très, très fière. Et je vais montrer ça. Où je la montre? Comme ça. J'ai deux photos. C'est vos fils? Mes fils. Et ici, c'est mon mari. Et je veux te dire une chose. Pour moi, la réussite, le pouvoir commence de chez moi. Et pour moi, ma famille, avoir mon mariage après presque 30 ans, et sans l'appui de ma famille, de mon mari, de mes enfants, jamais j'aurais pu faire ce que je fais. Et oui, j'ai laissé à côté plusieurs fois, dans ma vie, une chose depuis que j'étais très jeune, l'équilibre. Et je voulais être femme, professionnelle, et aussi avoir ma famille. Et je pense que pour moi, selon moi, c'est le plus beau cadeau du ciel que j'ai. Avoir trouvé cet équilibre et n'avoir rien sacrifié, en fait. Oui, exactement. Ça, c'est un grand luxe. Oh oui, non, c'est... Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Merling Sapen », que lui diriez-vous? Bon, je serais très contente, très heureuse. La petite fille, soyez très fière d'être femme. Et trouve la balance dans ta vie personnelle, professionnelle. Ne perds pas la chance de voir des enfants, de nourrir tes enfants, de grandir avec eux, de leur donner comme l'intelligence émotionnelle et tout. Et aussi que ne perds pas de vue que tu es une personne magnifique avec des compétences et des cadeaux incroyables. Et que tu peux aller où tu veux aller. Et jamais te compare pas avec des autres femmes ou des hommes, etc. Parce que toi, tu as un chemin, ton propre chemin à toi, et que le ciel, c'est la limite.
C'est ça que je dirais à la jeune belle fille. Si vous êtes une femme de pouvoir, en un mot, en une phrase, quel est votre super pouvoir, Merline Sapen? Tu sais que quand j'étais à l'université, quand j'ai retourné à l'école, on a fait un exercice d'écrire notre mission dans la vie. Et je veux le lire parce que chaque fois que je me loin de ça, je retourne. Parce que si on n'est pas clair que qui on est et comment trouver cet équilibre, on peut devenir même un burn-out et vraiment être malheureux. Je veux continuellement d'apprendre. Je veux apprendre chaque jour. Je veux profiter la beauté de l'amour, la passion et l'abondance et l'excellence dans toutes les dimensions de ma vie. Je veux que quand je meurs, c'est fait. Je veux vraiment être heureuse et vivre avec passion. Avec intensité chaque étape de ma vie. Je veux surmonter mes limitations. Jamais on n'est pas parfait. Et toujours la auto-réflexion de qu'est-ce que je dois évoluer et changer pour continuer dans la vie, c'est important, n'importe pas quel âge. Et je veux découvrir les chemins de bénédiction que Dieu a préparés pour moi. Et je veux être la salt et la lumière pour contribuer et influencer le monde. Je l'écris, ce n'était pas facile, mais m'a aidé beaucoup à rester centrée à ce que je veux faire et pas seulement faire, d'être. Parce que toujours aujourd'hui dans la vie, on se concentre toujours sur qu'est-ce qu'on fait, mais qui on est. Qui on est. Et c'est ça que je veux vraiment être très, très proche de ça. Merci beaucoup, Merline. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous d'authenticité, de simplicité et vraiment de générosité. Je te remercie vraiment. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que même tes rêves, tu peux aller plus loin. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel des Nations Unies pour aller faire une conférence par rapport à l'intégration des immigrants et aussi le contexte d'intégration en Amérique latine. Et c'est même des portes que tu ne connais pas s'ouvrent devant toi quand tu fais les choses avec ton cœur et tu fais les choses réellement pour les autres, pour aider les autres. Très bien, bravo. Merci à toi infiniment. Merci beaucoup. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter, mais aussi sur notre chaîne YouTube et bien évidemment sur le site www.femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt. Merci.